Bonjour à tous, 4e épisode pour la série Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, et il s'agit déjà de faire un premier bilan à mi-parcours, puisqu'il s'agit de l'épisode qui permettra de clôturer la première partie et enfin de poursuivre avec la deuxième. Comme pour le précédent, on a 3 intrigues qui se dégagent de cet épisode, et je vous avoue qu'il y avait vraiment pas mal de choses à raconter, et encore une fois, cet épisode prend le temps d'introduire les personnages et d'aller lentement pour poser des bases suffisamment solides afin que les personnages puissent se rencontrer et peut-être même avoir des intrigues qui viennent à fusionner dans les prochains épisodes. Du point de vue esthétique, c'est toujours impeccable, que ce soit la musique, les costumes, les acteurs, mais aussi et surtout les effets spéciaux. J'ai par ailleurs beaucoup apprécié les grands décors de Númenor qui font encore une fois penser à quelque chose d'inspiration gréco-romaine, mais aussi et surtout toute cette grande architecture avec les pierres blanches et la couleur bleue et dorée qui rappelle quant à elle l'architecture du Gondor que nous avions déjà vu dans Le Seigneur des Anneaux. Le réalisateur a essayé d'opter pour une réalisation qui nous permet d'avoir des grands panoramas, des moments beaucoup plus restreints, mais également des ralentis qui, encore une fois, nous permettent d'avoir une action beaucoup plus lente qui prend le temps et qui permet d'étendre l'action, alors que si on avait vu cette scène avec un rythme normal, on n'aurait peut-être pas capté tous les différents éléments. Par exemple, à un moment, Arondir va attraper une flèche qui était à 2 doigts de se loger dans le dos de Théo, un petit détail subtil qui fait plaisir, même si je vous l'avoue, c'est purement esthétique et cela n'apporte pas grand chose à la réalisation et à cet épisode. Mais au moins ce n'est pas plus niais que la dernière fois où on voyait Galadriel sur son cheval en train de galoper. Là on a quelque chose qui est un peu plus utile et qui ne dessert pas l'action. On commence par le plus important dans cet épisode, toutes les séquences qui prennent place à Númenor, et dès le départ, improbable, il y avait cette séquence d'ouverture de Númenor où l'on avait la reine régente Myriel qui était en train de rendre sa bénédiction à des nouveau-nés, et il y a tout un cataclysme qui se met en place avec la submersion de l'île de Númenor, et j'ai trouvé cette séquence assez intéressante parce que peut-être que ça laisse préfigurer certaines choses pour le futur, et en plus la séquence est très bien amenée avec cette nuance de l'île qui bouge, qui grandit, les enfants qui viennent à naître et qui permettent d'agrandir l'île, mais ce n'est pas forcément le mouvement auquel elle s'attendait. Et pareil, vers la toute fin de l'épisode, il y a toute cette symbolique de la vision autour de l'arbre blanc de Númenor qui perd ses feuilles, symbolisant un petit peu les larmes des Valar, comme quoi peut-être que les Núménoréens n'ont pas choisi le bon chemin. Et bien là aussi, je pense que cette vision de la submersion aura son importance pour le futur, et peut-être qu'elle permettra de préfigurer certaines choses ou bien définir le caractère d'autres personnages vis-à-vis d'autres, sachant que cet élément-là est connu de Galadriel, mais aussi et surtout la reine Myriel. Et tout l'épisode va être axé autour du sort de Galadriel et Halbrand. Est-ce qu'il faut les repousser de l'île ou bien les conserver en tant que prisonniers? Et c'est là toute la subtilité de l'épisode, parce qu'on voit que Galadriel essaye un petit peu de forcer la main à Myriel, mais qu'à l'inverse, Myriel est quelqu'un de beaucoup plus protecteur vis-à-vis de son peuple, qui ne veut pas engager ses troupes si jamais elles venaient à prendre part au combat que lui conseille de faire Galadriel. Et tout cela va cristalliser des tensions dans la ville, avec les populations qui commencent à râler en disant qu'il y a une elfe parmi eux qui leur vole leur travail, leur richesse, et cela va de pair avec cette espèce de racisme anti-elfe à l'époque où Númenor était vraiment une île renfermée sur elle-même qui s'occupait d'elle et qui ne voulait avoir aucune interaction avec le reste du monde, chose qui n'est pas forcément développée dans le livre, même si on sent quand même toute une prétention de Númenor et des Núménoréens vis-à-vis des autres races de la Terre du Milieu. Et là où c'est intéressant dans cet épisode, c'est que Pharazôn, le conseiller de la reine, va un petit peu se mettre en avant en disant qu'au final on va pas se laisser faire, on va montrer de quel bois on se chauffe et on va essayer de galvaniser les hommes en disant que non, les elfes ne sont pas là et qu'on a quand même un glorieux passé en commun, et ça serait dommage de renier tout ce passé alors qu'ils ont eux aussi combattu aux côtés des elfes pour bouter Morgoth hors du monde. Et c'était une séquence que j'ai beaucoup appréciée parce que Pharazôn va énormément se mettre en avant dans cette séquence et il va parler comme s'il agissait en tant que dirigeant, et ça va de pair avec le caractère du personnage qui est décrit dans les livres comme étant assez impulsif et qui sait comment galvaniser ses troupes. On a encore toutes ces séquences d'Isildur qui sent l'appel de l'Ouest, qui ne se voit pas devenir marin et qui se perd un peu dans ses visions et ses pensées de rêveur, et j'ai beaucoup aimé ces séquences là aussi parce qu'on en apprend un petit peu plus sur Anarion, le frère d'Isildur, qui lui aussi a entendu des voix peut-être vers l'Ouest et s'est peut-être dirigé vers l'Ouest, donc on a quelques indices sur le devenir d'Anarion et c'est très intéressant parce que c'est un personnage que j'apprécie et j'espère qu'on le verra plus tard. En plus, la relation entre Isildur et sa sœur Eärnienne est là aussi très intéressante parce qu'on sent
qu'elle veut essayer de rester pour sauver Númenor, alors qu'Isildur n'a qu'une envie, c'est de partir de là à l'aventure, et il a peut-être justement envie de prouver à son père qu'il est capable de faire de grandes choses. On pourra le voir à la fin de l'épisode lorsqu'il se portera volontaire pour défendre les couleurs de Númenor sur la Terre du Milieu. Et alors que Halbrand passe le plus clair de l'épisode en prison, Galadriel va quant à elle essayer de convaincre la reine pour la faire changer d'avis et à prendre part à tout ce combat qu'elle préfigure avec le retour de Sauron en Terre du Milieu, chose qui va arriver progressivement après une espèce de pirouette où elle arrive à enfermer 4 gardes toute seule alors que Pharazôn reste comme ça à regarder, et même à ce moment je pensais qu'Halbrand allait lui piquer l'épée tellement qu'il était proche de la grille, mais au final il ne se passe rien et Galadriel sort de la prison comme si de rien n'était. Elle va aller jusqu'à la tour du roi où elle pète une vitre et elle débarque dans la salle à coucher du roi où elle trouve Myriel au chevet de son père à moitié mourant, et j'ai beaucoup aimé là aussi la séquence et cette symbolique parce que, outre le dialogue qui est assez éphémère entre Galadriel, Myriel et son père, et bien c'est surtout ce qui arrive après où Myriel va monter dans le haut de la tour et montrer à Galadriel tout un ensemble de reliques, avec en particulier ce palantir. Et si vous avez les yeux assez avisés en tant que fan, peut-être que vous aurez remarqué les différentes reliques qui sont disséminées aux 4 coins de la pièce. On a tout d'abord cette épée qui ressemble énormément à Narsil, la future épée du roi Elendil, qui, à la différence de celle du Seigneur des Anneaux où elle est plutôt en argent et cette fois-ci avec une poignée en or, peut-être toute la symbolique aussi de la séquence. En plus, au tout début de l'épisode, lorsqu'on voit la citadelle qui fait énormément penser à Minas Tirith, et bien là on a la même chose, mais en plus cette statue tout en bas à gauche qui porte une épée à 2 mains, et la poignée, lorsqu'on zoome un petit peu, ça fait là aussi beaucoup penser à l'épée Narsil. Dans la pièce, il y a aussi des statues, un bouclier, mais aussi cette espèce de double hache qui est la hache de Tuor, qui s'appelle Dramborleg, qui est une double hache d'abord possédée par Tuor et qui lui permettra de tuer 3 Balrogs lors de la chute de Gondolin, la grande cité des elfes au Beleriand, qui sera récupérée par Earendil et enfin transmise à son fils Elros, qui n'est autre que le frère d'Elrond, et Elros, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le premier roi de Númenor, donc il y a toute cette symbolique et le fait que cette hache rappelle un petit peu l'amitié entre les elfes et les hommes, et c'est là justement où Galadriel voulait appuyer un peu plus tôt, c'est que les elfes et les hommes par le passé avaient travaillé main dans la main pour vaincre le Seigneur des Ténèbres, alors que maintenant les relations sont bien plus tendues parce que les hommes ont décidé de se détourner des elfes. Et la suite de l'épisode est assez énigmatique parce que Myriel va montrer à Galadriel un palantir en lui disant que les autres sont perdus, mais le plus surprenant avec ce palantir, c'est que en fait il va montrer une vision apocalyptique à Galadriel avec la destruction de Númenor, et Myriel ne comprend pas bien cette vision car il semblerait que l'île de Númenor soit condamnée à disparaître. En tout cas, cette séquence est assez intéressante parce que ça permet d'avoir enfin un palantir qui montre des choses beaucoup plus négatives. Lorsqu'elles sont maniées par des personnes qui ne savent pas très bien les manier, elles peuvent révéler des choses assez surprenantes, et justement Pipin avait lui aussi vu un petit peu l'arbre blanc en destruction alors que ce n'était pas le cas, donc il y a tout ce pouvoir divinatoire avec les palantirs, et j'espère que ça sera peut-être un peu plus développé dans le futur parce que les pierres de vision, eh bien ça m'intéresse pas mal. Et finalement Galadriel est renvoyée chez elle, mais Myriel, en rentrant avec Pharazôn, elle voit les feuilles de l'arbre blanc tomber et elle y voit un signe du destin qu'il ne faut surtout pas renvoyer Galadriel, donc Galadriel refait son retour à la cour, improbable, vous enlevez la capuche et vous débarquez pour surprendre tous les nobles à la cour. Bon, la séquence était pas ouf, je l'avoue, elle était pas terrible, mais c'est quand même judicieux parce que cela montre que Pharazôn accepte la décision de la reine régente en allant en Terre du Milieu avec ses soldats, et peut-être que justement il va utiliser cela pour dire plus tard que Galadriel a un petit peu retourné la reine contre le peuple de Númenor et qu'il faudra peut-être une main de fer pour gouverner tout cela. Affaire à suivre, mais en tout cas voilà, la séquence de Númenor était très réussie avec beaucoup de séquences iconiques, des personnages intéressants, Isildur qui est toujours un petit peu en retrait, Elendil qui est badass et qui ressemble énormément à Aragorn, je pense qu'on ne peut pas le nier et dire que c'est clairement fait exprès pour ancrer ce personnage comme étant l'ancêtre d'Aragorn. Et pendant ce temps en Terre du Milieu, Arondir est emmené devant Adar, l'elfe noir qui est absolument incroyable, j'adore ce personnage, il est mystérieux, charismatique, il parle en énigme, il est à la fois effrayant et difficile à cerner, en plus il est joué par Joseph Mawel qui jouait là aussi
Benjen Stark dans Game of Thrones, un personnage énigmatique qui va faire de brèves apparitions au tout début de la série, puis réapparaître brièvement à la toute fin de la série, et c'est vrai que je retrouve un petit peu ce caractère-là dans le personnage, le fait qu'il parle très doucement, qu'il va s'occuper de l'orque, et qu'il va au dernier moment le tuer. J'ai beaucoup aimé un petit peu cette relation de père un peu avec l'orque, et le fait qu'il va le tuer un peu pour soulager sa douleur, c'était là aussi très bienvenu, et ça permet un peu plus d'humaniser les orques, même si bon, ça reste des créatures perverties par le mal. On n'arrive toujours pas à savoir qui est ce personnage. Le fait qu'il ait un nom elfique, c'est clair, c'est un elfe, il a des oreilles pointues comme un elfe. Maintenant, est-ce que c'est Sauron? Est-ce que c'est un autre personnage? Pour l'instant, on ne sait pas, mais en tout cas, les théories semblent se diriger peut-être vers le fait que ça serait Maglor, l'un des fils de Fëanor qui était toujours en vie au premier âge et qui a disparu après avoir balancé un Silmaril dans la mer. Petit fait assez intéressant, quand il a jeté le Silmaril lui a brûlé la main, et c'est peut-être pour cela que Hadar a cette protection à la main, c'est tout simplement pour cacher sa blessure. On ne sait pas trop ce qu'il est devenu plus tard, et Tolkien, père et fils, n'ont pas beaucoup détaillé son histoire, même si on sait, il me semble qu'il se promène le long du littoral et en étant très mélancolique, et cela va un peu de pair avec le caractère d'Hadar, qui raconte en plus qu'il a voyagé proche des rivières, et là c'est un clin d'œil évident au fait que ça serait peut-être l'un des fils de Fëanor. Maintenant, le fait que ça serait Maglor, l'un des fils de Fëanor, qui est tourné du côté obscur entre guillemets, à voir comment tout cela va être exploité dans le futur, mais en tout cas Hadar est un personnage bien mystérieux qui m'attire et qui, je pense, va concentrer pas mal de théories dans le futur. On a aussi un peu plus tard l'information comme quoi les orques cherchaient en réalité l'épée que Théo a volée dans la grange, l'épée qui en plus appartenait à l'aubergiste et qui savait que cette épée était là, et j'ai beaucoup aimé là aussi cette scène qui arrive quasiment en fin d'épisode, où l'aubergiste va montrer la marque qu'il a sur le bras à Théo, en lui disant: tu sais ce que la marque signifie, tu sais pourquoi l'épée t'a marqué, ça veut dire que Sauron va revenir, et là aussi c'est encore plus énigmatique parce qu'il va parler de la météorite qui est passée dans le ciel, et pour lui c'est l'interprétation comme quoi le Seigneur des Ténèbres risque de faire son grand retour en Terre du Milieu. C'est vrai que c'était une séquence assez étrange là aussi, mais quand même qui suppose pas mal de théories et d'informations, et je pense qu'on risque d'en voir davantage plus tard. En plus Théo, le fait qu'il comprenne vraiment qu'en mettant la poignée de son épée là où il y a du sang, ça va faire jaillir la dague, on verra. Je n'ai toujours pas compris à quoi servait cette épée. Est-ce qu'il s'agit un peu d'une sorte de sceptre, une épée magique, le fait que ça marque leur porteur d'un symbole comme s'ils deviendraient peut-être plus tard des disciples de Sauron? Pour l'instant, il y a encore beaucoup de questions qui demeurent sans réponse, et je vous avoue que j'en ai un peu marre d'avoir autant de questions. J'espère que la suite de la série saura nous apporter des réponses satisfaisantes, mais en tout cas toutes les séquences de Théo étaient bien mises en scène. Le petit plan séquence où il essaye d'échapper aux orques était assez bien fait. Il y avait quand même toute cette tension horrifique, le fait que les orques sortent de manière assez rapide, que ce soit dans la nuit, qu'il y ait des cadavres d'animaux, que les orques détruisent des choses, toute cette tension, le fait qu'il va ramper dans les hautes herbes, que l'orque l'attrape derrière. Bon, c'est clair, on s'y attendait qu'il se fasse choper par un orque et qu'au final ça soit Arondir qui le sauve. On va rien dire, mais je m'attendais presque limite à ce qu'il balance une réplique de Terminator en mode viens avec moi si tu veux vivre. Mais c'était quand même une séquence sympa avec des orques toujours très bien faits, et puis ça nous permettait d'avoir toute cette longue séquence de la fuite où il marche ou ralentit tel Matrix. Ça permet un petit peu de ralentir l'action, de montrer en fait beaucoup plus de détails et d'apprécier le fait que la course-poursuite est sur un temps beaucoup plus long. Comme j'ai dit en tout début de vidéo, je préférais ce ralenti là qui apportait beaucoup plus d'éléments. Ça servait un petit peu à quelque chose et c'était un peu plus esthétique. Et pareil, toute cette intrigue des hommes qui cherchent à se protéger avec Arondir et la petite forteresse elfique, ça m'a fait énormément penser à un plan du gouffre de Helm dans les Deux Tours, où on avait Éowyn qui arrivait et qui avait une espèce de... alors j'ai pas le terme en langage cinématographique, mais c'est l'inverse du contre-plongée où l'on va voir le plan qui s'élargit beaucoup plus et qui nous permet de voir toute l'arrivée des survivants. Et bien là ça m'a fait un petit peu penser à cette séquence du gouffre de Helm, et je pense que la suite de la série va nous montrer un peu le siège de cette grande tour et forteresse défendue par Arondir et les hommes, à voir si cela donne de bonnes séquences d'action dans le futur. Et ce qui était intéressant, c'est que on avait enfin l'occasion de voir des hommes assez maléfiques, avec l'aubergiste qui semble plutôt en
enclins au retour de Sauron et on verra comment ils vont réagir lorsque Bronwyn les informera que Hadar leur a proposé de la vie sauve en échange de leur fidélité. À voir là aussi si l'épisode 5 nous permettra d'avoir peut-être des sous-intrigues entre les hommes. Je pense qu'il va essayer de récupérer l'épée de Théo, parce que Théo, même s'il essaye de garder l'épée, j'ai l'impression un peu qu'il essaye un peu de Gollumiser un peu Théo. Quand il a l'épée, il est tout transpirant, on dirait vraiment qu'il en peut plus. C'est un peu comme Gollum qui a l'anneau, j'ai vraiment l'impression qu'ils essayent de jouer sur l'aspect relique maléfique qui va déteindre sur la personnalité de Théo, et peut-être que l'aubergiste sera l'espèce de Gollum qui voudra arracher l'épée de Théo et qui se retrouve avec un fardeau beaucoup trop lourd à porter. Ou bien c'est moi, peut-être que j'invente des parallèles là où il n'y en a pas, mais voilà, c'était un petit peu le sentiment que ces séquences me faisaient ressortir. Et enfin, le troisième grand moment, c'était toutes les intrigues autour de l'Eregion avec Celebrimbor et Elrond, et enfin Khazad-dûm avec le prince Durin IV. C'était l'occasion de revoir les nains, chose qu'on n'avait pas revue depuis l'épisode 2, et j'ai trouvé ces séquences beaucoup plus intéressantes. Certes, les nains font toujours des choses un peu comiques, c'est beaucoup plus léger et le ton est très enfantin par moment, mais voilà, j'étais un petit peu plus transporté parce qu'il y avait quand même pas mal de sérieux qui ressortait des séquences, et j'ai beaucoup apprécié le fait que Durin IV va un petit peu faire ressortir tout l'aspect négatif des nains, c'est-à-dire le fait qu'ils veulent chercher à s'enrichir, à creuser encore plus profondément dans la roche, et que lorsqu'ils vont trouver des trésors insoupçonnés, ils veulent absolument le garder pour eux parce qu'ils ont peur que les autres viennent piller leurs richesses. C'est une thématique, pour ne pas dire cliché, chez Tolkien lorsqu'il s'agit des nains. C'était très bien traité et j'ai beaucoup apprécié le fait que ça soit Elrond qui arrive à dénouer pas mal de tensions à ce niveau-là, et la séquence où il va parler avec Durin IV en lui disant qu'il aurait aimé avoir beaucoup plus de temps avec son père, le connaître ou bien avoir peut-être l'occasion d'échanger beaucoup plus avec lui. Il va essayer d'inculquer cela à Durin IV en lui disant qu'il a la chance d'avoir son père, le roi Durin III, qui règne encore, et qu'il devrait plutôt mettre à profit le temps qu'il leur reste pour échanger et avoir une certaine complicité, plutôt que de passer le temps à s'opposer et à se disputer pour des choses aussi futiles que des métaux précieux. Cela permet de répondre au mystère de l'épisode 2, où dans le coffret il n'y avait pas l'Arkenstone comme beaucoup m'ont dit dans la vidéo analyse, mais à l'inverse c'était bel et bien du Mithril, ce métal précieux qui est découvert à Khazad-dûm et qui fera vraiment toute la renommée de la région. Et j'ai beaucoup apprécié le fait que Elrond soit un petit peu mis à contribution dans cette séquence et que Durin IV se rend compte qu'il est allé beaucoup trop loin en demandant aux mineurs de creuser encore plus profondément parce que c'est un métal très difficile à aller chercher. Et là ça nous permettait d'avoir un petit peu cette séquence très importante où la princesse Disa va chanter et essayer de réveiller la pierre afin de libérer les mineurs qui étaient coincés dans la roche, et ça permet aussi de voir toute cette relation duale qu'il y a entre les nains et la montagne, mais aussi et surtout la richesse, et peut-être préfigurer certains malheurs à venir pour les nains s'ils venaient à creuser beaucoup trop loin. Et l'épisode se permettait de conclure avec un échange là aussi très important entre le roi Durin III et le prince Durin IV, où le roi va conseiller à son fils d'aller voir en Eregion parce qu'il soupçonne que les elfes sont en train de préparer quelque chose. Et là aussi ça permet de voir que même si Durin IV, donc le jeune prince, est content d'être avec son ami Elrond et d'échanger avec lui, eh bien il va quand même essayer de garder un peu de méfiance par rapport aux elfes, et il va écouter son père pour essayer d'enquêter sur ce que les elfes construisent. Et là aussi incroyable, une espèce d'immense tour en construction où Celebrimbor est l'architecte principal, et j'aime beaucoup cet aspect circulaire qui fait énormément penser à la tour de Babel. À voir si là aussi il n'y aura pas un peu de symbolique avec les nains qui vont venir aider les elfes, mais en tout cas Celebrimbor, bon bah toujours pas. Franchement l'acteur, le personnage, le fait qu'ils soient un petit peu en mode pas très sérieux, c'est un peu difficile parce que c'est vrai que Celebrimbor n'a pas vraiment eu beaucoup d'occasions de briller dans cet épisode. Bref, un épisode 4 qui prend encore le temps d'introduire les personnages, les relations, les intrigues. Les personnages sont clairement installés, les enjeux le sont aussi, leur but aussi, et maintenant les choses sérieuses vont enfin commencer, et je l'espère avec un épisode 5 beaucoup plus réactif, avec de l'action et pourquoi pas des grandes séquences de combat. Mais j'aime aussi beaucoup cela, le fait de poser les bases, d'être très contemplatif, d'aller doucement. Ça me rappelle énormément la communauté de l'anneau, qui est mon Seigneur des Anneaux préféré et qui va ultra lentement, qui permet d'introduire tous les personnages. Mais quand même dans la communauté de l'anneau, il y a des moments très épiques avec la Moria, le Balrog, la bataille d'Amon-Hen. Donc là, j'espère qu'il y aura des moments un peu plus épiques dans le futur. On a quitté la première moitié de la série et on va attaquer la deuxième moitié
moitié et j'espère que ça sera un peu plus dynamique. Affaire à suivre de très près donc la semaine prochaine avec le 5e épisode. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle analyse. Salut à vous!